Now that everybody has had the time to either sit comfortably or hear comfortably, we will proceed. I will start with a very brief introduction in English and then pass on the word to our two keynote speakers tonight, and Mr. Faber will then conclude the day. As a backdrop to this conclusion, we thought of maybe playing a little bit of on the notion of a smart city and smart sustainability. This picture is a fresco by an Italian artist, Ambrogio Lorenzetti, and it has all as 1338. It is the allegories of the effect of the good government, and it is displayed in Siena in the Palazzo Pubblico. All right, here it is, and this allegory of the effect of the good government shows pretty much what is at stake in thinking about a smart city and smart sustainability. It shows that the city doesn't exist without its food supply, and without food we don't eat, and if we're in a city we probably don't have enough space to grow our own food. Vice versa, when we have digested our own food, we need some place to digest it itself. So it's useful to have a hinterland. And therefore, the notion of a smart city really has to go beyond the boundaries of the built environment. That's why we thought of introducing the conclusion with this broader picture to highlight that a city goes beyond its built boundaries. It just so happens that our three speakers tonight will represent the three main sections of this allegory. On the left of the picture, you have Mr. Roux, representing the built environment, Saint-Gobain. In the middle, you have the trade. You have Mr. Papin, representing Système U. To the right, you have the agriculture with Mr. Faber, who's joining us in a few minutes, representing food. So, essentially, tonight, with our panel, we have the key ingredients of a smart city and smart sustainability. Now, on to the introduction of our panelists. We'll start with 20 minutes of discussion with Mr. Papin. Mr. Papin has a 35-year experience in the retail industry as a chairman of Système U, and will comment on the story and the particularities of this very original and forward-looking retail group. Then we will have another 20-minute session with Mr. Roux, who has a background in engineering and science and now heads the research department of Saint-Gobain, a worldwide group, so a global reference. And we will change our focus from a very French focus with Mr. Papin to a global focus with Mr. Roux. And then Mr. Faber will provide a broader conclusion on the day. To start with, maybe Mr. Papin, and we'll shift to French. Vous pouvez peut-être nous décrire l'histoire en fait de Système U et le groupe que vous dirigez aujourd'hui. D'accord, bien. Bonjour à tous. Je suis désolé d'intervenir en français, mais je maîtrise très mal l'anglais. Je suis très fier, par contre, d'intervenir devant une grande école de commerce, moi qui suis plutôt de l'école du commerce. Et c'est un très bon moment pour moi. Alors Système U, si vous voulez, pour imaginer quel peut être son avenir, j'aime bien parler un peu du passé. Système U, c'est né en 1894. On est peut-être le plus vieil opérateur dans ce métier. Et en 1894, en France, c'était la crise, vraiment énorme. Et un commerçant qui était situé dans l'ouest de la France se voyait mourir professionnellement. Et comme il était de l'ouest, et dans l'ouest, on va à la messe. Et il écoute le sermon du prêtre. Et le prêtre dit à l'époque à ses ouailles, on ne pourra s'en sortir qu'avec de la solidarité. Il faut arrêter l'individualisme. Il faut conjuguer les intérêts collectifs avec les intérêts individuels. Vous vous rendez compte quel discours moderne en 1894. Et lui, il se dit, mais professionnellement, c'est peut-être pas idiot. Et il est allé voir 4 ou 5 de ses collègues autour de Savenay, donc entre Nantes et Saint-Nazaire, pour ceux qui connaissent. Et là,
ils se sont dit, plutôt que d'acheter un carton à un grossiste, eh bien, on va acheter directement une palette à un fabricant, et pour ça, on va acheter en commun un camion pour aller la chercher. On va construire un petit entrepôt. Et ils se sont dit, bah, ça, on va le mettre, ce sont des outils, c'est un bien commun, on va le mettre en coopérative. Et donc, ainsi était née l'histoire de la coopérative. C'est-à-dire, tous les outils étaient dans la propriété collective, mais en même temps, le magasin faisait partie du patrimoine individuel. Et c'était eux qui, en même temps, étaient à la fois les dirigeants de cette coopérative qui naissait et, évidemment, responsables de leur magasin. Et nous, on est restés fidèles à ça. Et la première enseigne s'appelait symboliquement, parce que, en fait, l'idée, c'était de continuer à gagner le pain quotidien. Et la première enseigne, avant Système U, avant Super U, c'était le pain quotidien. Voilà. Et l'histoire a démarré comme ça. Et on est resté vraiment fidèles à cette histoire. Et alors, après, on a toujours cherché à conjuguer, justement, on a grandi, on a failli se faire balayer par la grande distribution, parce que nous, on était restés des commerçants. Et donc, à un moment, on s'est dit, il faut conjuguer puissance et proximité. Comment marier les deux? Donc, on a trouvé un terme qu'on appelle nouveau commerçant, qui veut bien dire, c'est que dans ce métier, sans la puissance, nous ne sommes rien, mais sans la proximité, il n'y a pas de légitimité. On a voulu, ce mot commerçant, lui donner ses lettres de noblesse. Et pour nous, on a cette phrase chez nous, hein, on dit, et qui nous caractérise, on dit la personne qui pousse le caddie est plus importante que le caddie qu'elle pousse. Donc mes collègues me disent toujours, à condition que le caddie soit plein, bien sûr, ils pratique. Mais quand même, ça veut bien dire que la base de notre succès, c'est la relation. C'est-à-dire que c'est un commerçant qui est une personne physique, qui s'adresse à un client qui est aussi une personne physique. Et on considère, nous, pour conclure, qu'il y a trois facettes d'une seule et même personne, le consommateur, le client et le citoyen. Et on s'adresse à ces trois personnes. Le consommateur, c'est le produit que je veux, le client, c'est le magasin où je vais, et le citoyen, c'est le pays où je vis. Et c'est très important parce qu'on est capable de s'adresser à un consommateur en lui vendant des bons produits à la marque U que vous avez pu déguster avant de venir ici. Le client, eh bien, c'est quelqu'un qui vient chercher dans un magasin de l'accueil, du sourire. C'est très important, du service. Avoir un bon boucher, par exemple. Respecter les métiers traditionnels. Et le citoyen, c'est le pays où on vit. Et le pays où on vit, on essaie de mettre en place une économie résidentielle. C'est-à-dire que les magasins se veulent être des poumons de l'économie locale. On essaie, au fond, de faire un commerce qui profite à tous. Les groupes capitalistes, par exemple, j'ai rien contre. Hein. Bon, enfin, je dis rapidement comme ça, mais par exemple, Carrefour ou Casino, voilà, ils prennent de l'argent, il n'y a aucun reproche, mais ils prennent de l'argent à un endroit, ils l'investissent à un autre. Donc ça veut dire, et c'est leur modèle, où ils nourrissent des fonds de pension qui font vivre des mamies à Miami, par exemple. Mais nous, quand l'argent circule, parce que le commerce c'est de l'argent qui circule, il va à l'agriculteur local, il va à la PME locale, il va à l'association locale, il va à l'emploi local, il va à l'artisan local. Donc ça, c'est différent. Et donc les gens savent aussi que s'ils font les courses dans un magasin U, ils savent que ça favorisera l'économie locale. Donc par les temps qui courent, c'est les valeurs qui comptent. Voilà. Sur ces plusieurs points qu'on va pouvoir approfondir tout à l'heure, et bonsoir à M. Faber qui nous rejoint. Donc, on va peut-être rebondir en priorité sur le consommateur. Oui. En tant que groupe de distribution, vous êtes au contact de la population, vous voyez des évolutions se produire sous nos yeux. Il y a peut-être des évolutions particulières qui reflètent aussi des évolutions de la ville. Alors oui, tout ça est lié. Il y a un mouvement, on pourrait dire global, hein, si je devais utiliser un mot pour le qualifier, c'est une espèce de relocalisation. Tout ça, ça vaut pour la production, ça vaut pour l'urbanisme. Alors pour l'urbanisme, pour faire simple et un peu caricatural, si on prend les années 80, le rêve de tous les maires dans les pays, dans les localités françaises, il ne faut jamais oublier que la France compte 36 000 communes, qu'on a plus de communes en France que dans l'Europe, la première Europe des 10. Donc ça conditionne l'urbanisme. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Bon.
Et ça veut dire que les maires, dans les années 80, ils rêvaient de faire un lotissement. Dans ce lotissement, il va dire on va faire des pavillons. Pavillons, les gens auront leur voiture. Et on va faire des retail parks, dans lesquels on mettra un hyper. Et ils iront faire leurs courses à l'hyper. Voilà. Ça, c'était le modèle des années 80. Imaginez, enfin, quand même, que ce modèle-là, aujourd'hui, on est en train, heureusement, d'en tourner la page. Il faut juste le dire aux élus qui sont un peu vieux que c'est fini, quoi. Mais espérons que les jeunes générations vont changer les choses. Parce que si on continue ce modèle-là, par exemple, comment voudriez-vous, sur un pays comme la France, continuer à produire du vin, élever des bovins, produire des fruits et légumes, si on continue un mitage qui détruit les terres agraires. Et ensuite, un département tous les 10 ans en France. Voilà, faut arrêter. Faut arrêter. En plus, la plupart du temps, en plus, c'est moche. Et donc, il y a en plus une sociologie des familles françaises qui évolue. On n'est plus dans les grandes familles des années 50-60. Maintenant, la taille moyenne des familles françaises a diminué et la demande n'est plus la même non plus de ce point de vue-là par rapport à la consommation. Donc on a une relocalisation, il y a un retour vers la ville. Et en fait, on passe, on va dire, d'un urbanisme qui était très horizontal à de nouveau un urbanisme vertical, mais sans doute différent. Et là, je laisserai mon voisin de droite en parler. Bien sûr qu'il faut repenser les centres-villes, l'habitat dans les villes, etc. Et c'est en cours, il y a des belles choses, et c'est tant mieux qu'ils se refont. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport à la consommation, on a affaire à des clients qui cherchent à consommer mieux plutôt que consommer plus. Donc il y a des clients qui sont de plus en plus raisonnables. Et face à ça, je pense qu'il y a des responsabilités nouvelles qu'on est en train de prendre. Je pense que tout le monde mesure aujourd'hui que la consommation, elle a un impact sur la santé, en premier lieu. Elle a un impact sur l'environnement. Elle a un impact sur le portefeuille aussi. Il y a un impact aussi sur le lien. La façon dont on se nourrit, ça peut créer des liens. On nous avait dit, là aussi, dans les années 80, qu'on allait manger comme les anglo-saxons, pardon, hein, ceux qui sont dans la salle, c'est-à-dire manger... je le dis juste pour être taquin, hein, c'est-à-dire manger n'importe quoi, n'importe quand, en ouvrant un frigo, voilà. Et non, mais c'est plus vrai. Alors maintenant, on s'aperçoit qu'au fond... C'est la gentillesse. Voilà. Le sens de l'accueil français. Non, mais on s'aperçoit que le repas à la française, au fond, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire s'arrêter le midi pour déjeuner avec ses collègues de travail, ou le soir, passer un bon moment entre amis ou en famille, bien sûr. Ça crée des liens. Et en plus, on fait un peu de cuisine, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des valeurs intéressantes à entretenir, si on peut dire. Et tout ça fait que, par exemple, nos clients, aujourd'hui, on le sent bien, ils préfèrent revenir au fait maison, qui se substitue petit à petit au prêt-à-manger. Donc ça, c'est un retour intéressant. Alors, ça veut dire qu'il y a une recherche de qualité, de santé, encore une fois d'environnement, de consommer mieux plutôt que plus. Et nous, évidemment, on a pris là-dessus des options, des engagements qui sont très forts. On a des convictions depuis de nombreuses années. On avait, dans ce domaine, voulu faire des choses, mais les choses n'étaient peut-être pas tout à fait prêtes il y a quelques années. Là, elles le sont. Nos clients sont prêts. Ça veut dire que, par exemple, pour nos produits U, puisque ce sont ceux qu'on maîtrise, mais Danone fait aussi de belles choses dans ce domaine, il le dira tout à l'heure, mais on a décidé de faire des produits U, des produits sincères, des produits intègres, des produits sains. C'est-à-dire que petit à petit, dès qu'on le peut, on enlève les substances qui nous paraissent polémiques, controversées, soit parce qu'elles sont discutées scientifiquement, soit parce que leur toxicité est avérée, soit parce que l'opinion a un doute. Ça veut dire qu'on a été les premiers, par exemple, à enlever le parabène de nos cosmétiques. On a été suivis après par L'Oréal et Beiersdorf. On a été les premiers à prendre l'initiative pour enlever le bisphénol des tickets de caisse. On est en train
pousser pour qu'on enlève le bisphénol des emballages. Vous savez qu'il y a une migration du bisphénol qui peut traverser perturbateur la peau. endocrinien. Voilà. On enlève l'aspartame. Au mois de juin, on va avoir les premiers sodas sans aspartame. Ne le répétez pas à Coca-Cola. Et évidemment, on va mettre de la stevia dedans. Bon, parce que l'aspartame est controversé, ça ne nous empêchera pas de vendre du coca, bien sûr. On veut modérer l'huile de palme, parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je regarde Maximilien Werck, qui nous aide évidemment sur tous ces sujets-là. Mais moi, mon rêve, j'espère qu'on va y arriver, c'est d'enlever les pesticides. C'est-à-dire, essayons, si on le peut, de trouver cette troisième voie. On est très, très promoteur du bio, mais on sait que le bio, évidemment, reste un peu dans l'élite, est un peu cher, encore que on peut faire des choses qui s'approchent du prix des produits de grande consommation. Mais imaginez demain qu'on puisse dire la salade ou les haricots verts que vous allez manger, on a contrôlé, et dans votre assiette, il n'y a plus de résidus de pesticides. Imaginez qu'on puisse faire ça, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients sur les pesticides. Voilà, on va faire ça. Donc on prend des engagements très forts. Et ça veut dire que ces engagements-là, il faut qu'ils soient partagés par les producteurs, il faut qu'ils soient partagés par les transformateurs, qu'ils soient avec nous. Évidemment, nous, il faut que le réseau suive ça. Ça veut dire qu'on a 1500 commerçants et 65 000 collaborateurs qui sont tournés maintenant vers cet objectif. Parce que c'est un objectif qui est enthousiasmant, qui est grisant. On peut faire notre métier dignement. Et les consommateurs nous suivent. Donc voilà ce qui change. C'est quand même pas rien. Vous avez l'air des questions courtes et des réponses courtes. Donc je vais faire plus court aussi. Hein. J'adore ça, moi j'aime bien. Parce que ça montre à quel point on voit qu'on déroule un fil, que les sujets sont liés les uns aux autres, qu'on insère le commerce dans des usages, dans un tissu urbain, dans des habitudes alimentaires, dans des habitudes de consommation, etc. Et du coup, on voit la notion de système émerger. Et ce n'est pas seulement un système U, c'est vraiment aussi une vision systémique qui guide votre vision, là. C'est juste pour, comme ça, système, si on va aller dans le dictionnaire, ça veut dire, pas dans son acception noble, là, il y a plusieurs définitions, hein, mais système, ça veut dire éléments indépendants les uns des autres et concourant à former un ensemble. C'est pas beau, ça, hein? C'est pour ça qu'on appelle système U. Ah oui, parce qu'on peut être à la fois indépendant et associé. C'est le modèle de la coopérative. Et la coopérative, encore une fois, c'est une intelligence collective au service du progrès individuel. Et je le dis évidemment à des étudiants qui font une des écoles les plus prestigieuses. Mais nous, dans la coopérative, le modèle, moi par exemple, si je n'étais pas dans cette coopérative, jamais je ne serais à la tête de Système U. C'est parce que ce modèle fait la promotion des hommes. J'étais hier en déplacement en Bretagne. J'ai un exemple d'une caissière, d'une hôtesse de caisse, qui a démarré il y a quelques années et qui est maintenant, après avoir fait un stage postulant, qui va avoir son magasin. Parce que, voilà, l'escalier social, chez nous, ça veut dire quelque chose. Vous pouvez rentrer, manager de rayon, voire caissière, et on a des parcours, par des systèmes de parrainage, de compagnonnage, qui font qu'on peut devenir chef d'entreprise. Voilà, c'est ça quand même l'esprit de système aussi, associé à la coopérative, c'est quand même pas mal. Louable, commandable. Sur la notion de système, et aussi sur la notion de coopérative, on voit que vous parlez des notions d'indépendance, d'autonomie, de local, et de filière locale, d'insertion de votre activité dans le tissu local. Ça, c'est aussi une spécificité de votre organisation. Oui, c'est dans notre ADN, c'est dans le code génétique. Les commerçants U sont, on pourrait dire, des enfants du pays. Ils vivent dans ce pays, parfois depuis de nombreuses générations. Donc, ils ont envie que ce pays progresse. Donc, c'est pour ça qu'ils se veulent aussi un des animateurs dans ces localités-là, de la vie locale. Et ils sont très impliqués dans les associations sportives, culturelles, caritatives. Certains sont même élus des municipalités. Donc voilà, il y a un fort engagement pour participer au rayonnement de la ville dans laquelle ils sont. Et du coup, sous quel œil voyez-vous les stratégies de Made in France, relocalisation,
capacité de développer de l'emploi industriel de proximité, soutien aux filières économiques locales. Quel rôle pouvez-vous jouer dans ces enjeux-là ? Nous, on est très engagés sur la production en France. Ça ne veut pas dire que voilà, on ne peut pas tout conjuguer des achats ailleurs, mais en favorisant la production française. Les produits, par exemple, sont faits à 85%. Les produits sont faits en France. On essaie d'encourager des initiatives, y compris dans le non-alimentaire, parce que dans l'alimentaire, ça tombe un peu sous le sens de produire en France. Mais dans le non-alimentaire, on vient de prendre des initiatives, par exemple, dans le textile, on fait des sous-vêtements en France, de nouveau. On fait par exemple des couettes. Les couettes sont faites en France. Ça veut dire qu'il y a de nouveau, il faut que, je pense, les pouvoirs publics soient sensibilisés à ça. Il faut sans doute aussi que des étudiants d'HEC s'engagent peut-être dans des PME, pas que dans les grands groupes, parce qu'il y a de nouveau une fenêtre de tir pour relocaliser de la production en France. On le voit, les coûts de transport sont en train d'augmenter d'une façon incroyable, donc ça va être rédhibitoire. La parité monétaire, parce que vous savez pourquoi il y a une délocalisation en Chine, par exemple, c'est pas nécessairement qu'à cause des coûts du travail, parce que le coût du travail dans un produit industriel, c'est pas forcément un gros pourcentage, parfois c'est moins de 10%, mais moi, beaucoup de PME avec lesquelles je discute de ça me disent que c'est la parité entre le yuan et l'euro, par exemple. Et les choses sont en train de se recaler petit à petit. Donc vous avez vu des grosses augmentations de salaire en Asie, tant mieux, mais tout ça fait que... Alors ce qu'il faut, tout ça fait que il y a une opportunité pour la relocalisation en France. Et il faut qu'on soit attentif à ça. Le problème, c'est qu'on a perdu les savoir-faire. On a perdu... voilà, c'est tout un tas de réflexes par rapport à ça. Moi, je pense que sur un plan à 10 ans, il y a des choses différentes, peut-être de ce qui se fait dans le sud-est asiatique, en alimentaire, mais qui peuvent être refaites en France. Et je trouve que c'est intéressant. Un groupe comme le nôtre s'engage dès qu'il y a une initiative. Alors, je parlais du textile. On va même, enfin, c'est juste comme ça pour trouver un exemple un peu rigolo, mais on soutient en louant des véhicules électriques qui sont produits à Cerizay, à côté de la Vendée, là, par un groupe par un groupe allemand, mais ils sont fabriqués en France. Et ces véhicules électriques, on les loue aujourd'hui. Et on a juste à les recharger en branchant comme un aspirateur. Et pour moi, ça, c'est symbolique aussi d'un changement d'époque. Parce qu'imaginez demain que vous ayez des piles photovoltaïques sur le toit de votre maison. Ça produit de l'électricité, vous allez brancher pour votre voiture, donc vous êtes autonome. Le problème, c'est comment l'État fait. Parce que vous savez que la fiscalité française repose sur la centralisation de l'énergie. Et donc on est sur un modèle, finalement, et c'est ça le vrai changement d'époque, on est en train, finalement, il faut redonner de l'autonomie, c'est ça l'avenir, et l'État, lui, se paye sur de la centralisation de l'énergie. Donc vous voyez, on est tout azimut sur des changements intéressants. Merci beaucoup pour cette couverture très complète et très systémique justement des enjeux en partant de l'alimentation, des formes des commerces. On voit qu'on touche à l'énergie, on voit qu'on touche à l'histoire, aux pratiques culturelles, au tissu industriel, aux enjeux de la globalisation, de la mondialisation, des échanges internationaux, etc. Une vie bien riche qui visiblement vous occupe. Je pense qu'on a là une transition pour ouvrir les échanges avec Monsieur Roux. Donc Saint-Gobain, le focus français qu'on vient d'avoir, ça représente finalement pour vous qu'une toute petite partie de votre horizon de chasse, de votre territoire d'activité. On a vu apparaître dans l'exposé de M. Papin la thématique de l'énergie, qui est un enjeu qui apparaît au niveau de la mobilité, mais on voit que c'est aussi et principalement un enjeu dans le bâtiment. Donc on a plusieurs points de démarrage pour ouvrir l'analyse que vous pouvez apporter sur cette thématique de Smart City et Smart Sustainability. Peut-être on peut commencer par
regarder les enjeux d'énergie. Oui, eh ben on va commencer par faire un peu d'histoire. On a vu une entreprise qui avait inventé le modèle de la coopérative en 1894. Saint-Gobain est probablement une des plus vieilles entreprises industrielles du monde. Elle a été créée en 1665. On approche le 350e anniversaire de cette entreprise, sous Louis XIV, pour que justement les Français puissent faire quelque chose que seuls savaient faire les Vénitiens, c'est-à-dire des miroirs de grande taille pour la Galerie des Glaces de Versailles. Voilà. C'est une histoire passionnante parce que c'est Dallas de l'époque. Et voilà, il a fallu récupérer la technologie, la développer en France. Les Vénitiens envoyaient des gens pour empoisonner les gens qui ont appris à Saint-Gobain ce qu'il fallait faire, etc., etc. Et ça donne une entreprise qui aujourd'hui fait 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie pas loin de 200 000 personnes et qui effectivement est une entreprise globale, mais avec un très fort caractère local, j'y reviendrai, parce que justement, Jean-Louis Beffa, qui a énormément modifié le modèle de Saint-Gobain, en a fait une entreprise, et il le dit souvent, et c'est très intéressant de l'écouter, parce que son leitmotiv, c'est de faire une entreprise qui, tous les matins, quand il se réveille, il essaye de ne pas se faire trop de soucis du prix du pétrole et du prix du dollar. Et le modèle, ça a été de faire une entreprise globale, mais sur un modèle très localisé. Essayer de développer des business locaux, et de ce point de vue-là, on rejoint un petit peu la vision qui a été présentée par M. Papin. J'en profite juste pour saluer M. Papin, qui doit nous quitter maintenant, et le remercier de sa participation ce soir. À très bientôt, merci. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une grande entreprise industrielle pour une bonne partie de ses activités, mais aussi une entreprise de négoce dans le domaine des matériaux de construction, puisque font partie du groupe Saint-Gobain, en France, Point P, La Paire, et en Europe, l'équivalent de Point P et La Paire dans pratiquement tous les grands pays européens. Mais ça reste une entreprise industrielle qui fait de nombreuses formes de matériaux. Et une étape effectivement importante a été le recentrage de cette entreprise, qui était un ensemble d'activités assez diversifiées, autour d'un marché. C'est ce qu'a fait Pierre-André de Chalandard lorsqu'il a pris la présidence de ce groupe. Et ce marché, c'est le marché de la construction, c'est le marché de l'habitat. Et Saint-Gobain aujourd'hui a une vocation qui est de servir ce marché-là. Alors, puisqu'on parle de villes durables, et semble-t-il d'intelligence à l'intérieur de ces villes durables, de ces villes et de la durabilité, je ne suis pas sûr d'y mettre beaucoup d'intelligence, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un défi dans le monde de l'habitat, dans le monde de la construction, qui est absolument unique et qui probablement n'a jamais eu son équivalent, sauf peut-être dans la période de reconstruction juste après la Seconde Guerre mondiale, où il a fallu reconstruire l'Europe, qui avait été dévastée par des années de guerre terribles. Et aujourd'hui, le défi, il vient effectivement de problèmes énergétiques et de problèmes environnementaux. Vous savez tous, et vous avez tous en tête, un certain nombre de faits. Aujourd'hui, on sent les limites de la planète. Et je crois que c'est la première fois dans l'existence de l'humanité où l'humanité se rend compte qu'elle est sur une planète de taille finie. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de modifier des phénomènes qui sont à l'échelle planétaire et plus à l'échelle locale. Deux exemples. L'épuisement à terme des ressources fossiles, en particulier des ressources énergétiques fossiles. Il a fallu des millions d'années pour fabriquer du pétrole, du gaz et du charbon. Il nous aura fallu probablement entre 100 et 200 ans pour les consommer entièrement. Et dans quelques dizaines d'années, différent pour le pétrole, le gaz et le charbon, mais dans quelques dizaines d'années, l'humanité aura épuisé des réserves qui auront mis des millions d'années à se constituer. Et puis il y a un autre phénomène qui est tout aussi grave et important, c'est que la consommation de ces énergies fossiles rejette dans l'air du CO2. Ce CO2 a, via un phénomène assez compliqué, qu'on appelle gaz à effet de serre, est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre, et donc via un phénomène assez compliqué, et probablement, je dis probablement parce que vous savez que c'est controversé, mais très probablement la cause de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, le fait qu'aujourd'hui on mesure que la température de la planète augmente, et ce qui a des conséquences climatiques importantes,
Donc une des conséquences, et pas des moindres, c'est l'augmentation de la fréquence des événements catastrophiques, tempêtes, grand froid, grand chaud, au niveau de la planète. Et ça, si je peux me permettre, c'est, pour revenir sur le thème de la ville, un enjeu particulièrement important vu l'emplacement des villes. Alors, l'enjeu, il est bien plus grave que ça. L'emplacement des villes est un des enjeux sur le réchauffement climatique, puisqu'une des conséquences, c'est la montée des océans. Hein. Vous savez que en pratiquement, je crois, ces 30 dernières années, les océans ont monté de 30 cm. Si la planète se réchauffait de quelques degrés de plus, c'est 1 mètre ou 1,50 m, la montée des océans. Et donc, des conséquences effectivement très grandes dans les Maldives, bien sûr, tout le monde y pense, mais aussi le Bangladesh, et la population, évidemment, du Bangladesh est autrement plus nombreuse que celle des Maldives. Mais avant ça, ce n'est pas ça le point important, le plus important. Le plus important, c'est la responsabilité particulière des villes et de nos bâtiments, qui constituent les villes, dans les consommations énergétiques et les impacts environnementaux. Quelques chiffres. Aujourd'hui, et si vous voulez avoir ça en tête, c'est assez facile à souvenir, on consomme à peu près 1/3 de notre énergie dans nos bâtiments. En fait, vous allez voir que c'est un gros tiers. 1/3 pour transporter les personnes et les biens, et 1/3 pour fabriquer des produits manufacturés. Voilà. Donc si vous voulez avoir ça en tête, 30% de notre énergie, elle est faite pour fabriquer des produits, 30% pour les transporter les personnes, et 30% pour vivre dans des habitats protégés des événements climatiques. Vivre et travailler, etc. En fait, dans les pays développés, comme l'Europe, ce n'est pas 33%, c'est 42%. Pareil aux États-Unis, un peu plus dans d'autres pays, un peu moins dans d'autres. Donc une grande partie de l'énergie est consommée, et une grande partie du CO2 est émis parce que nous sommes dans des bâtiments. Et la responsabilité particulière des bâtiments, c'est une chose de plus, c'est que si on regarde la façon dont nos bâtiments sont construits, la très grande partie de cette énergie est gaspillée. Pour vous donner un ordre de grandeur, si aujourd'hui, dans un pays comme la France, tous les bâtiments avaient l'efficacité énergétique des bâtiments que l'on construit aujourd'hui. Donc imaginez-vous que, d'un coup de baguette magique, tous les bâtiments français soient équivalents au niveau énergétique à ce qu'aujourd'hui on a dans un bâtiment neuf. Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas très difficile, c'est juste considérer qu'on est aux mêmes normes. Eh bien, on peut économiser pratiquement 30% de la consommation d'énergie d'un pays comme la France. C'est-à-dire autant d'énergie que ce qu'on dépense pour les transports, autant d'énergie que ce qu'on dépense dans toutes nos usines et dans tous nos services pour faire des produits manufacturés. Ce sont des chiffres énormes. Et je finis mon point parce qu'il est important. Si aujourd'hui vous voulez économiser dans un pays comme la France 30% d'énergie, je vous rappelle que les Japonais viennent de démontrer qu'on peut économiser 20% de l'électricité, certes dans des conditions dramatiques, sans changer réellement leur mode de vie. Ça veut vous dire aussi qu'on gaspille beaucoup d'énergie dans d'autres domaines. Toujours est-il que si on veut économiser 30% d'énergie dans un pays comme la France, vous pouvez arrêter d'avoir des usines et de fabriquer des produits, vous pouvez arrêter de transporter des biens et des personnes, avec les conséquences évidemment que ça donne, c'est une société qui n'existe plus, mais vous pouvez simplement avoir des bâtiments dans lesquels, en les isolant mieux, en les construisant mieux, en étant économe sur la façon dont on utilise l'énergie, eh bien non seulement vous économiserez l'énergie, mais en plus vous vivrez mieux. Autrement dit, c'est une des seules façons d'avoir un énorme réservoir d'énergie à la hauteur des enjeux énergétiques et environnementaux que nous avons. Alors je crois qu'il faut le rappeler, et c'est d'ailleurs pour ça que tous les gouvernements ont tous fait ce constat, qu'en France nous avons eu les Grenelles de l'environnement, mais qu'avant les Allemands, bien évidemment, étaient arrivés à la même conclusion, et que c'est bien dans le bâtiment que se situe la plus grande réservoir d'économie d'énergie qui permettrait d'aborder un monde en changement fort à cause justement de la disparition à terme des énergies fossiles et de l'impact environnemental aujourd'hui qu'il y a de les consommer. Donc cette situation, c'est une situation qui est une opportunité fantastique pour évidemment le marché du bâtiment. Parce qu'on est face à un défi qui consiste à, dans un pays ancien comme la France ou comme l'Europe, c'est vrai aussi des États-Unis, c'est vrai aussi évidemment de beaucoup d'autres pays,
on est face à un défi qui consiste à non seulement construire des habitats efficaces énergétiquement, c'est faisable, c'est fait, ça le sera de plus en plus, mais ça ne touche que 1% de renouvellement de l'habitat par an, tout petit. Ça consiste surtout, et c'est là où est le défi, à rénover les bâtiments anciens. Et c'est là où se trouve actuellement le plus grand défi dans le monde de la construction, c'est de s'attaquer à la rénovation des bâtiments anciens, en faire de beaucoup de ces bâtiments qui peuvent être considérés comme des épaves énergétiques, en faire des bâtiments économes. Et c'est probablement un des très grands enjeux des sociétés matures. Alors l'enjeu, il est tout aussi grand dans les sociétés en très grand développement, des sociétés qui ont des économies à croissance rapide, la Chine, l'Inde, non seulement parce que les populations sont nombreuses, mais aussi parce qu'elles sont en train de vivre ce que nous avons, nous, vécu dans les années 50, c'est-à-dire une transformation profonde d'une société faite de paysans vers une société urbaine. Et la Chine, pour vous donner une ordre de grandeur, va construire dans les 50 ans qui viennent autant de bâtiments et de villes qu'il n'existe de villes dans le reste du monde. L'enjeu est monstrueux. Et là encore, si on construit des bâtiments efficaces énergétiquement, eh bien dans 20 ou 30 ans, le poids énergétique de la consommation de la Chine dans ces bâtiments sera sensiblement inférieur à des pays développés s'ils ne font pas l'effort de rénover leurs bâtiments. Et donc il y aura une différence compétitive liée à la consommation énergétique entre les pays qui devront dépenser beaucoup d'énergie, qui deviendra de plus en plus rare et chère, pour entretenir une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur dans leurs bâtiments, et des pays qui, plus neufs, auront pu construire en tenant compte de ce besoin-là, alors que cette contrainte n'existait évidemment pas il y a 30, 40, 50 ans, lorsque nous avons construit beaucoup de bâtiments. Voilà un petit peu pour vous décrire les enjeux marchés de ce qui est la ville durable. Alors tout à l'heure, on a parlé d'urbanisme. Évidemment, le problème de la ville durable n'est pas simplement le problème du bâtiment. C'est quand même beaucoup dans les bâtiments, comme je viens de l'expliquer. Mais c'est aussi dans l'urbanisme, et nous avons cité tout à l'heure, qu'effectivement, faire des villes complètement éclatées, avec des distances entre là où habitent les gens et là où ils travaillent importantes, et les embouteillages et la consommation d'énergie qui vont avec, n'est pas non plus une très bonne chose. Alors là, il y a un très beau problème de marketing. Je ne suis pas du tout marketeur, je suis un scientifique, donc mais je trouve rigolo de réfléchir à ce genre de choses. Et là, alors évidemment, dans les entreprises, tout le monde s'efforce à répondre aux besoins du marché. Bon. Le problème, c'est que là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Le besoin du marché, il est très clair. Si vous demandez à une famille moyenne française ce dont elle rêve, elle vous répondra une maison avec un jardin. Et ça donne ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une périphérie urbaine éclatée, de plus en plus éloignée des centres, avec des problématiques évidemment de logistique et de moyens de transport. Et pour autant, tous les urbanistes savent que l'enjeu, c'est de reconcentrer au centre des villes des habitants, donc construire des immeubles de plus en plus hauts, de plus en plus importants, dans lesquels on va reconcentrer. Sur Paris, vous savez qu'il y a une polémique de construire ou pas des grands immeubles dans Paris de nouveau. Et on voudrait avoir tout, c'est-à-dire avoir des économies d'énergie, être près du centre-ville, mais pas construire pour que les gens y habitent. Donc il faut trouver comment résoudre cette équation. Et ce qui est intéressant dans cette équation, c'est que justement, ce qu'il faut à la fin, c'est de ne pas répondre aux besoins du marché. Voilà. Et évidemment, dans cette façon de présenter les choses, vous avez bien compris qu'il y a énormément de communication et d'information à faire passer, qui est, de mon point de vue, la clé, évidemment, de l'évolution des besoins du marché dans ce genre de problématiques. Donc là, vous avez rappelé la difficulté d'enclencher cette transition. Vous avez rappelé l'importance d'enclencher cette transition en matière de risques encourus. Vous avez rappelé l'ampleur de cette transition en matière d'ordre de grandeur et de complexité. Je pense que c'est intéressant que vous nous parliez de la traduction en termes de stratégie pour un groupe comme Saint-Gobain de 2 points. Un premier qui est la transition industrielle d'un groupe qui a accompagné la construction et qui doit aujourd'hui aussi développer une forte compétence dans la rénovation. Vous avez mentionné ce basculement, premier angle. Et deuxième angle, peut-être aussi parler de ces allers-retours de stratégie qu'il peut y avoir entre un groupe présent en France sur un marché mature, mais avec un risque de paupérisation, et un regard mondial avec des marchés en croissance, mais finalement
aussi encore assez peu solvables quand on regarde l'Inde et la Chine. Y a-t-il des allers-retours et peut-être pourrez-vous nous parler de ce que vous faites avec l'Action Tank sur ce sujet-là? Alors, effectivement, l'un des points, comme je l'ai dit au début, de particulier du marché de la construction, et en particulier de l'habitat, c'est quand même d'être local. C'est-à-dire qu'en général, une grande partie des produits qui sont consommés pour construire un bâtiment ne voyagent pas infiniment. Alors, il y en a qui voyagent beaucoup, mais pour vous donner une ordre de grandeur, ça dépend évidemment des prix des transports, mais comme M. Papin l'a dit tout à l'heure, le prix des transports augmente, et donc vous avez par exemple une plaque de plâtre, ça voyage en gros 200 km. Après, ça devient prohibitif, le coût de la plaque de plâtre par rapport au transport. Le verre voyage plus, on est plutôt autour de 1000 km. Le mortier va faire 50-100 km. Donc selon le matériau, entre l'endroit de la production et l'endroit de la consommation, le nombre de kilomètres est à l'échelle locale, un peu moins locale, mais en tout cas, ça ne fait pas 3 fois le tour du monde avant d'arriver à l'endroit où on consomme. Ce qui veut dire qu'effectivement, comme on l'a dit, dans les pays matures, on va assister à une relocalisation industrielle. Nous avons d'ailleurs construit 2 grandes usines en France, ce qui n'était pas arrivé à Saint-Gobain depuis déjà probablement depuis 30 ans. Une de plaques de plâtre et une de laine de verre, à Vaujour et à Chemillé. Parce que justement, les produits voyagent moins et il faut produire de plus en plus près des endroits où les produits sont consommés. Première conséquence. Problématique très différente dans des pays qui sont en pleine croissance. Je vous ai déjà dit, dans les pays en pleine croissance, le défi c'est le neuf. Dans les pays matures, le défi c'est la rénovation. Mais la problématique industrielle est aussi très différente. Donc un groupe comme Saint-Gobain doit s'adapter dans chacun des pays où nous sommes aux spécificités locales, les méthodes de construction, les produits qui se développent, de façon à suivre effectivement le développement. Alors, il y a un domaine qui est intéressant, sur lequel nous réfléchissons. J'avoue que pour le moment, nous ne savons pas très bien comment l'aborder, mais c'est celui de l'énorme mutation que l'on voit dans des pays comme l'Inde, dans des pays comme le Brésil, dans des pays comme l'Afrique du Sud, entre un habitat qu'on peut appeler de type bidonville, ça a des noms différents dans chacun de ces pays, mais un habitat d'une très grande précarité, vers, et il y a beaucoup de programmes d'ailleurs gouvernementaux autour de ça, vers un habitat plus traditionnel, mais quand même relativement accessible, à bas coût, qui permettent de loger des familles dans des choses qui ressemblent à des maisons telles que nous les connaissons. Et là, effectivement, un groupe comme Saint-Gobain se doit d'avoir une réflexion et d'être capable de trouver des solutions qui sont adaptées à la fois au pays, mais bien sûr au coût de l'habitation dans l'environnement où il est. Et c'est l'un des schémas sur lequel nous essayons de progresser. Peut-être pour conclure, voulez-vous nous donner un des exemples de sujets de recherche de l'Action Tank, entreprise et pauvreté, dans lequel vous êtes investi? Alors, je vais le donner, puisque nous faisons partie de cette Action Tank, je vais le donner dans un cadre tout à fait différent, dans une des activités, qui est l'activité packaging, qui est l'activité qui, dans Saint-Gobain, correspond essentiellement à des bouteilles, à fabriquer des bouteilles en verre, puisque c'est une activité historique de Saint-Gobain. Que nous partageons un peu l'histoire un peu tumultueuse entre le groupe Danone et Saint-Gobain. Toujours est-il que cette activité compte utiliser de plus en plus la biomasse pour fabriquer ces bouteilles de verre. La biomasse en tant que source d'énergie pour fabriquer le verre. Vous savez que le verre, c'est déjà l'un des seuls matériaux réellement recyclés en masse que nous ayons. On pourra parler s'il y a des questions sur le recyclage, mais le verre est vraiment le seul matériau qui est réellement recyclé en grande quantité. Mais ça ne suffit pas, on peut aussi économiser beaucoup de CO2 avec des modèles d'utilisation de biomasse, de biogaz en particulier, dans nos fours verriers pour fabriquer des bouteilles. Et là, effectivement, dans le cadre de l'Action Tank que nous avons avec HEC, eh bien, Veralia, qui est cette filiale qui travaille sur les bouteilles de verre, a réfléchi à mettre en action à la fois des problématiques d'accès à la biomasse, qui est une problématique extrêmement importante, et des problématiques sociétales, de voir si on ne peut pas coupler l'accès à la biomasse et des évolutions de société. Et c'est ce type de modèle de business un peu différent auquel on peut penser, qui permettent de préparer, je pense, l'avenir. Très bien.
Vu le déroulé de la soirée, je pense que là, on a d'une part une transition avec une intervention de M. Faber pour Danone, puisqu'on vient de parler de verre et d'une histoire qui vous relie. Mais surtout, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour les questions, donc je vais directement passer maintenant la parole à M. Faber. En introduction tout à l'heure, on voyait cette illustration donc, des trois registres, du bâti, du commerce et de l'alimentation. Mais au-delà de ce triptyque, c'est au titre d'une conclusion générale que Emmanuel Faber, directeur général de Danone, va intervenir maintenant. Merci et bienvenue. Ça peut être utile. Bon, vous m'entendez, ouais. Merci de m'accueillir. Danone n'a a priori pas grand-chose à voir avec l'urbanisation. Et peut-être ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est au fond, malgré tout, les angles de vue par lesquels les processus de nos métiers influencent ou, à l'inverse, sont influencés par les phénomènes d'urbanisation. Moi, j'en vois trois très simples et concrets. Le premier sujet, c'est celui de l'alimentation, dont on a un peu parlé tout à l'heure avec Serge Papin. Le deuxième, c'est celui de la communication et de la publicité, dont on a moins parlé, dont je voudrais vous dire quelques mots. Et puis, le troisième, c'est celui de la distribution et de l'accessibilité. Et là, bien entendu, ça concerne Serge Papin et ses confrères, nos clients, mais aussi la façon dont nous-mêmes faisons du business. Je vous parle avec le vécu de quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui est en relation avec des centaines de millions de consommateurs tous les mois, environ 700 dans le monde entier, 700 millions de consommateurs avec lesquels on interagit fréquemment, avec lesquels on parle, on discute, qu'on interroge. C'est pour nous un élément de stratégie important, bien entendu. Et c'est à l'écoute de ça et avec ça que je peux aujourd'hui vous partager un certain nombre de choses. Je vais commencer cette histoire un peu en amont de nos métiers en vous parlant d'une histoire de cochon. Alors, une histoire de cochon qui se passe entre ici et la Bretagne. Il y a très longtemps, les cochons étaient élevés, comme tout le monde dans les fermes, y compris d'ailleurs leurs habitants, sur des litières, et aujourd'hui ils le sont sur du ciment. Et pour moi c'est important parce que c'est ce qui se passe dans la ville. Quand les cochons sont élevés sur du ciment, il se trouve qu'ils ne produisent plus du fumier mais du lisier. C'est-à-dire que l'azote contenu dans leur déjection n'entre plus au contact du carbone qu'on trouve dans les chaumes et dans la paille, qui produisent de l'humus et qui va fertiliser le sol. Ce qui se passe au contraire, c'est que ce lisier est évacué, il passe dans les eaux de surface et dans les nappes phréatiques, et au lieu de fertiliser le sol autour de la ferme, il va fertiliser la baie de Somme ou celle du Mont Saint-Michel, et vous trouvez des algues vertes à profusion dont on ne sait plus très bien quoi faire. Et à l'inverse, comme il faut malgré tout trouver du fertilisant pour faire pousser ce dont on a besoin pour nous nourrir tous dans cette salle, les agriculteurs autour de la ferme de cochons sont obligés, ou en tout cas le croient, de mettre en place des systèmes avec des intrants agressifs, azotés, et qui viennent remplacer cette fertilité. J'imagine que si vous êtes assises et assis dans cette salle, c'est un secret pour personne ici que c'est un cercle vicieux qui est en place depuis au moins une cinquantaine d'années, dont on a du mal à sortir, avec des modèles alternatifs qui sont à la fois prometteurs mais qui ont du mal à percer en termes de volume. C'est donc ce qu'on fait. Le résultat de ça, c'est qu'on estime qu'en Europe, les sols ont perdu à peu près 70% de leur fertilité, de leur capacité à fertiliser ensuite les plantes qui viennent y planter leurs racines. Aux États-Unis, on est à 85%, et dans les grandes fermes du Midwest, on est à 100%. C'est-à-dire que le sol ayant perdu à peu près toute sa structure carbone, qui sert à nourrir les micronutriments qui, à leur tour, fertilisent le sol, on est obligé d'injecter de la chimie lourde pour que ça continue à produire tout le blé et le maïs dont nos amis américains ont besoin et que nous retrouvons ici dans le Coca-Cola et tout un tas d'autres choses. Je cite ce produit puisque Serge Papin s'est permis de le faire. Donc,
On est dans ce cercle vicieux et il a contribué à ce que, bien entendu, d'un côté, quand on se retourne sur quelques siècles, l'alimentation a énormément progressé en masse, en quantité. Les disettes et les famines, malgré tout ce qu'on peut dire, sont beaucoup moins importantes, y compris numériquement, qu'elles ne l'étaient il y a 2 siècles, mais au prix d'une dégradation de la qualité nutritionnelle des aliments qui est colossale. Une orange aujourd'hui, des études scientifiques, une orange aujourd'hui contient 8 fois moins de vitamine C en moyenne qu'il y a 50 ans. Les pommes de terre ont perdu, là encore en moyenne, 60% de leur vitamine A, à peu près toute leur vitamine C et leur fer, et un bon tiers de leur calcium. Et je peux vous faire la liste, c'est vrai absolument partout. Le résultat des courses, c'est que dans les produits manufacturés, on est obligé du coup de réinjecter ces nutriments, donc on réartificialise encore un peu plus, on va un peu plus loin dans le système industrialisé, et on se retrouve dans une situation où tout ce qui concerne l'agriculture vivrière devient très cher. Aux États-Unis, en 15 ans, les prix des fruits et légumes ont augmenté de 40%, alors que le prix relatif, enfin le prix réel, y compris inflation, des sodas et des boissons sucrées, pour ne pas les nommer, a baissé, lui, de 20%. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il soit plus facile pour des ménages en situation modeste de consommer de larges quantités de carbonated soft drink plutôt que du jus d'orange pressé, d'autant plus qu'on ne le trouve plus. On ne le trouve plus parce qu'aux États-Unis se sont installés au cœur des villes ce que les spécialistes appellent des food deserts, c'est-à-dire des endroits où vous ne trouvez plus de nourriture, de légumes, de fruits vivriers frais. Vous ne trouvez plus que des produits emballés. Donc toute cette évolution-là, elle est directement liée à l'urbanisation. L'urbanisation, parce que l'urbanisation produit de la concentration de population, l'impossibilité mécanique de produire à l'intérieur même de l'écosystème proche, et donc la nécessité de le produire loin, et donc la nécessité de le transporter, en le transportant de le protéger, de le conserver, de le stocker, etc. etc. Donc l'industrialisation de l'alimentation et de l'agriculture est directement corrélée au phénomène d'urbanisation. Il l'est d'autant plus, on le redisait tout à l'heure, que, bien entendu, la croissance des villes vient tout naturellement empiéter sur les surfaces agricoles. Aux États-Unis, elles ont baissé de façon significative, mais c'est vrai partout. Moi, j'ai vécu en Chine, et en Chine, il y a des mouvements migratoires qui sont les plus importants mouvements migratoires de la planète. Tous les ans, vous avez 15 millions d'habitants de la campagne qui rejoignent la ville, avec l'accroissement de 1 point par an du taux d'urbanisation en Chine, 1,4 milliard, ça fait à peu près 15 millions par an, et on voit des villes bien sûr grandir de façon tentaculaire. Donc on est vraiment dans une situation où il y a un lien fort entre l'urbanisation et l'industrialisation, la mécanisation de l'alimentation. L'un des problèmes que pose, au-delà de tout ce que je vous ai dit sur le plan nutritionnel, que pose ce système, c'est celui des pertes en ligne. À un moment où on s'interroge, pas toujours très sérieusement, sur comment est-ce qu'on va arriver à vivre tous ensemble à X milliards, l'industrie agroalimentaire, en partant de l'agriculture et jusqu'à vous tous dans vos frigos et vos placards, nous gaspillons ensemble entre 30 et 40% de la ressource agricole. Pour plein de raisons, mais entre autres pour des raisons qui sont liées au système de conditionnement et de distribution. Il y a des impératifs de sécurité alimentaire, on parle de food safety, qui sont extrêmement importants, qui font qu'on met des normes en place, on prend des marges de manœuvre pour être sûr de ne pas avoir de problème, on contrôle, on sanctionne, et le résultat c'est que personne ne prend plus aucun risque sur le food safety. Et je ne dis pas qu'il faille en prendre, en tout cas sûrement pas de façon non discernée, mais le résultat c'est que des chaînes de supermarchés, nous-mêmes dans nos usines ou nos bases logistiques, vous-même dans vos frigos, quand les dates de péremption arrivent, vous mettez ça à la benne. 30 à 40%, c'est colossal.
Et nous n'arriverons pas à résoudre cette question, même en passant par les circuits courts, qui sont nécessaires, c'est clair. La relocalisation à laquelle Serge Papin faisait référence tout à l'heure, moi j'y crois, nous y croyons. On est dans un métier qui de toute façon est plutôt un métier local en ce qui concerne l'agroalimentaire qu'un métier mondial, même si certains le voient comme cela. Donc bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais nous ne trouverons pas la clé sans un des points que je vais vous mentionner tout à l'heure. Deuxième processus par lequel nous influençons la vie citadine, celui de la publicité et de la communication. Nous vivons matraqués par les marques. Il y a une marchandisation de l'espace public qui est devenue pour les uns un Graal, pour les autres une règle. Les derniers s'en sont accommodés. Je pense que c'est un vrai sujet. Parce que c'est un sujet qui modifie nos espaces culturels, qui modifie notre langage, qui modifie notre représentation de la réalité, qui modifie la façon dont nous consommons, dont nous sommes. On parlait tout à l'heure des repas à table à la française. La commensalité, c'est quelque chose de probablement très fondamental dans la capacité même à se nourrir correctement. La publicité véhicule des modes de vie, des approches, des fantasmes qui d'une façon ou d'une autre, vous impactent de façon forte. Et la pub, elle n'est pas à la campagne. Elle est là où vous vivez, c'est-à-dire à la ville. Je voudrais juste citer un exemple que je trouve très marquant, qui est celui de São Paulo. C'est juste pour dire que quand on veut vraiment faire des choses, on y arrive. En 2007, la mairie de São Paulo, début 2007, a passé une loi interdisant la publicité. Alors que 12 millions d'habitants, 2500 buildings, je crois que c'est l'une des villes dans lesquelles il y a le plus de gratte-ciel au monde, il y en avait absolument partout. Pas de débat, 3 mois de mise en œuvre, des sanctions massives pour ceux qui n'appliquaient pas la loi. Ben ça c'est fait. Vous pouvez aller, c'est moins difficile que d'aller à São Paulo, vous allez sur n'importe où sur Internet, vous trouverez des photos ahurissantes d'une ville qui a perdu 95% de la surface de ces espaces publicitaires. Alors, même les publicitaires disent aujourd'hui que ça les a obligés à réinventer d'autres façons de travailler, à remettre de la créativité dans la façon dont ils travaillaient, parce que vous ne pouvez plus faire des grands trucs jaunes et rouges de 15 ou 20 mètres de haut. Mais surtout, ça a permis aux habitants de redécouvrir une autre façon de vivre ensemble. Au lieu d'appeler l'immeuble en question l'immeuble Citibank ou l'immeuble je ne sais quoi, on a retrouvé sa véritable adresse. Et puis on s'est mis à regarder du coup où étaient les immeubles. Quand on a enlevé les panneaux publicitaire, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'immeubles qui étaient totalement dégradés. Les locataires ont râlé. Et du coup, les propriétaires ont dû se mettre au boulot et rénover. On parlait de la rénovation tout à l'heure. Le délabrement est apparu et il n'y avait plus de cache-misère. De la même façon, d'ailleurs, il y a des ateliers clandestins. À São Paulo, comme il y en a un peu partout, de Péruviens, de Colombiens qui travaillaient dans des ateliers textiles le long des autoroutes, derrière de magnifiques panneaux qui vous vantaient tout ce que vous trouvez quand vous allez sur un aéroport le long d'une autoroute. C'est parti. Et ils se sont aperçus, les Paulistas, qu'il y avait des ateliers clandestins, qu'il y avait de la misère, qu'il y avait des bidonvilles. Les bidonvilles, vous en avez aussi, hein, quand vous allez à Roissy, juste après le Stade de France. Ils sont bien cachés, mais regardez, juste à droite, il y a une dizaine de maisons de bidonvilles, d'habitats de bidonvilles. On les cache avec la publicité. La publicité, nous en sommes responsables, vous aussi d'ailleurs, mais voilà. C'est juste pour dire, cet aspect-là des choses, il fait partie de la façon dont des grandes marques de consommation, de distribution, d'alimentaire, de tout ce que vous voulez, de biens de consommation, envahissent un espace qui est un espace citoyen. À São Paulo, ils ont trouvé une solution. Je ne dis pas qu'il faut la mettre partout, mais ça veut juste dire que quand on veut faire des choses, on y arrive. Le troisième processus par lequel nos métiers impactent l'organisation citadine, c'est la distribution et l'accessibilité de nos produits. Et là encore, je voudrais vous donner un exemple qui, lui, vient de Tokyo. À Tokyo, on a fait des tests dans le métro, dans les stations de métro, quand les gens attendent. Vous avez maintenant, au lieu d'avoir, comme dans les stations métro anciennes à Paris, des panneaux d'affichage papier bien collés ou mal collés, et puis il y en a des dizaines partout. Maintenant, il y a des écrans digitaux sur lesquels tournent des publicités régulièrement.
Et des petits malins, parce que nous, on est des petits malins, des petits malins ont trouvé finalement qu'une bonne façon d'utiliser le temps des gens qui attendent leur métro serait de faire la chose suivante. Vous projetez un linéaire virtuel. Donc vous vous retrouvez devant le linéaire des produits frais chez votre distributeur classique, et il est là. Puis vous prenez votre BlackBerry et vous faites vos courses avec votre appareil photo. C'est-à-dire que vous relevez le code barre ici, là, etc. Vous êtes géolocalisé, vous tournez la page, hop, vous avez le suivant, etc. Vous faites vos courses dans le métro. C'est top. Comme ça, ensuite, vous êtes livré directement et vous avez gagné du temps. Bah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs comme ça, et c'est pour ça que tout à l'heure, là encore, Serge Papin évoquait le démarrage des hyper et puis le retour ensuite à d'autres formes, ou en tout cas la réinvention d'autres formes de proximité. Mais en faisant ça, on est de nouveau dans un mode d'interaction dans lequel la fascination que nous avons pour la technologie n'est plus bornée par rien, mais où finalement votre économie, c'est-à-dire le fait de vivre, se transforme dans une interaction qui est totalement anonyme. Vous êtes dans le métro et au lieu de discuter avec votre voisin, vous faites vos courses à l'aide de votre BlackBerry. Je prends cet exemple parce que il est extrêmement prometteur sur le plan économique pour des entreprises comme les nôtres, mais il peut être extrêmement dangereux pour le vivre ensemble si nous en faisons n'importe quoi. Le dernier endroit où on vous fait confiance aujourd'hui et où vous faites confiance à la personne avec laquelle vous êtes dans une transaction économique, aujourd'hui, c'est le café. Quand vous allez au café, vous avez le choix, vous êtes un peu pressé, vous sortez la monnaie, vous la posez sur le comptoir, prenez votre café et bien évidemment, vous imaginez que ce café va être au point, quoi. Il sera ni froid, ni amer, il y aura le sucre, il y aura, voilà, vous allez le consommer puis vous partez. Puis à l'inverse, la plupart du temps d'ailleurs, vous prenez votre café sur le comptoir, vous allez vous asseoir à votre table ou sur la terrasse, puis avant de partir, vous laissez la monnaie. On vous a fait confiance, on vous a fait crédit. Moi, je viens d'un village dans les Hautes-Alpes où encore aujourd'hui, l'épicier fait crédit. C'est le seul endroit que je connaisse où il fait crédit, mais pas qu'à moi d'ailleurs, hein. Il fait crédit à tous les touristes qui passent. Vous restez pour une semaine, il vous met une date, puis il vous fait crédit, puis vous passez à la fin de la semaine, vous réglez. Chez Système U, c'est super, hein, mais je ne pense pas que ça marche comme ça. Et je ne dis pas que c'est ni bien ni mal, mais le crédit, c'est la confiance. Donc j'en viens en fait à ce que je voulais vraiment partager avec vous. La ville, la ville, c'est le lieu de tous les fantasmes. Je ne veux pas vous amener ceux que ça intéresse à relire la Bible et plein d'écrits, mais c'est le lieu des fantasmes, la ville. C'est le lieu dans lequel nous socialisons la solitude. C'est impossible de vivre seul dans un village, dans un hameau. C'est la norme en ville. 25% des Parisiens vivent seuls. Plus de 30% ou 33%, je crois un tiers, des Parisiens de plus de 60 ans vivent seuls. La solitude nous protège, même on la veut. On en est à rechercher, à éviter la promiscuité. Dans les ascenseurs, on se dit rien, puis on reste dans notre coin en regardant notre BlackBerry. Ça fait peur d'être en relation du coup, parce qu'on est dans une forme d'anonymat qui nous protège, qui nous rassure, parce que tout le monde finalement est seul. C'est ça qui est très rassurant. Mais ça pose une vraie question. Et c'est pas les bâtiments écologiquement ou énergétiquement économes, c'est pas la sustainability, c'est pas tout ça, c'est pas les techniques, c'est ni Saint-Gobain, ni Danone, ni quoi que ce soit, qui vont apporter une solution à ça. Ce qui va apporter une solution au fait qu'on arrête de jeter 40% de la valeur alimentaire de ce qu'on produit, ou qu'on arrête de ne pas se faire confiance du tout. C'est juste, d'ailleurs, un mot qui vient même de la ville, qui est l'urbanité. L'urbanité, c'est ça. Si on ne vit la ville que parce qu'on est des consommateurs et que les uns à côté des autres, on vit dans une solitude rassurante, on va juste pas y arriver. C'est tout ce que vous avez fait aujourd'hui, à mon avis. Voilà, vous avez sûrement discuté de plein de trucs intéressants, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est que c'est aussi simple que ça. Les villes sont juste à l'image de l'économie que nous vivons. Et je trouve quand même très intéressant, pour ceux qui m'ont déjà entendu, je suis désolé, je me répète, mais je ne suis pas le seul à avoir dit d'ailleurs, évidemment, économie, c'est oikos nomia. Oikos, c'est le lieu, c'est le site. Nomia, c'est la gestion, l'administration.
Oikos nomia, c'est l'art de gérer ensemble, d'administrer l'endroit où on vit. Les Grecs avaient même un mot de plus pour désigner ceux qui vivaient vraiment ensemble. Ils les appelaient les homokapoi, c'est-à-dire les gens qui partageaient le même foyer, qui avaient la même odeur de fumée. Il y avait un feu et on s'asseyait autour. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était l'âge d'or. Au même moment, vous aviez Rome, 600 000 esclaves pour faire vivre 2 millions de citoyens. Donc je ne vous dis pas du tout que c'était mieux avant. Je vous dis juste que oikos nomia, c'était ça, c'était ce vivre ensemble domestique. Et aujourd'hui, on le vit comme si c'était une immense machinerie dans laquelle nous ne sommes soit que des rouages, soit au contraire, on peut agir totalement librement et en se foutant royalement de l'impact que ça a sur notre petit camarade dans le métro, parce que c'est juste ça la réalité. Mais il ne faut pas s'étonner, du coup, qu'on en soit là où on est. Donc la question, c'est, est-ce que dans notre vivre ensemble citadin, est-ce qu'il y a les citadins et moi, ou est-ce que nous sommes tous citadins ? Quel lien est-ce qu'on refait ? On en a reparlé du lien. Pour moi, il est absolument essentiel. Nous sommes hors sol, comme les cochons. On ne touche plus l'herbe. Vous connaissez les saisons, vous ? Moi, j'étais à Londres il y a 2 jours, en parlant avec des gens qui font de la recherche. Les marchés financiers dépendent des saisons. Est-ce que vous le savez ? Les marchés financiers, il y a en début de semaine, il y a le Monday Blues. En fin de semaine, il y a le Friday, je ne sais plus quoi. Ça veut juste dire que quand on est de bonne humeur, on dit on achète et on est optimiste. Puis quand on rentre le lundi et qu'on va au bureau, c'est moins drôle que le week-end. Mais je vais plus loin. Les cycles lunaires impactent les marchés financiers. 4 études sérieuses, une chinoise, 2 américaines, une anglaise, ont démontré qu'il y avait des effets que nous ne savions pas expliquer, évidemment, mais qui sont clairs, de corrélation. Une fois qu'on a tout nettoyé, le Monday, le Tuesday, etc., on enlève tout, il reste des effets qui sont liés au cycle lunaire. Donc, imaginez une vie en ville qui est nécessaire, maintenant qu'on est parti pour être 9 milliards, il n'y a pas 36 solutions, sans retrouver un lien à ce qui est nos racines, comme ces pauvres cochons sur le ciment, c'est juste pas possible. Donc la chose la plus impérative, la plus urgente qu'on ait à faire, c'est de retrouver le lien avec le vivant autour de nous, le vivant dans la nature, le vivant au cœur de nos vies, mais le vivant avec nous-mêmes. C'est quelle économie du vivant est-ce qu'on invente ensemble ? Alors vous avez à New York des gens qui font des petits jardins communautaires, c'est très à la mode, c'est super, moi j'y suis allé, je trouve ça génial. Vous avez des gens qui ne mangent qu'avec ce qu'il y a dans les poubelles. Il faut des prophètes au sens de c'est des gens qui dénoncent, qui annoncent, qui montrent des choses possibles. Mais s'il n'y a que ça, on ne va pas y arriver. Donc fondamentalement, c'est de chacun d'entre nous dont on a besoin dans la salle, et à commencer par moi, bien entendu. Si on veut, au-delà de tout ce que je vous ai raconté, imaginer ce qu'on appelait Smart Cities et Smart Sustainability. C'est qu'est-ce que vous allez faire demain matin après avoir entendu ces bonnes paroles qui comptent. Merci.